Bonjour Olivia Grégoire. Bonjour Damien Fleureau. Vous êtes élu député de la 12e circonscription de Paris depuis 2017 dans la majorité présidentielle, mais vous êtes aussi et surtout, j'ai envie de dire, porte-parole du gouvernement depuis un peu plus d'un mois déjà. Et on vous connaît parce que vous faites notamment chaque mercredi le compte-rendu du Conseil des ministres, mais un peu au chômage technique depuis 15 jours, parce qu'il n'y a pas eu de conseil depuis le 14 juin avant le second tour des élections législatives. Rassurez-vous. Il y en aura un la semaine prochaine de conseil? Je vous sens très inquiet. Je tiens à rassurer la France entière. Il y aura bien un conseil des ministres la semaine prochaine. Et vous voyez, je ne suis pas au chômage technique puisque j'ai le plaisir d'être avec vous ce matin. Ça fait aussi partie de la mission. Et il y a beaucoup de sujets à voir. C'est vrai qu'il y a eu une séquence à la fois avec des scrutins, notamment ces élections législatives, et puis une séquence diplomatique qui a occupé le président de la République, qui se referme, enfin tout juste parce qu'il a un déjeuner, le président de la République, avec le Premier ministre australien. Ensuite, il s'occupe des Français, le chef de l'État? Le chef de l'État s'occupe des Français en permanence. Le jour, la nuit, quand il est à Paris, quand il est en France et quand il est en déplacement à l'international, comme vous l'avez rappelé, que ce soit pour clore la présidence française de l'Union européenne, qui a été saluée unanimement par l'ensemble de nos voisins européens, un engagement sans faille de la France, mais aussi pour la guerre en Ukraine, aller aux sources du problème. On a des gros problèmes de pouvoir d'achat, on va avoir l'occasion d'en parler. Quand le président de la République va en Ukraine, quand il va au G7, quand il parle à l'OTAN, il parle aussi d'aide alimentaire, il parle aussi de pouvoir d'achat indirectement des Français, c'est-à-dire comment améliorer la situation au plan énergétique, comment débloquer par exemple la problématique des céréales en Ukraine qui contribue à la hausse des prix. Donc il est tout le temps au service des Français et encore plus, je dirais même quand il n'est pas là, puisqu'il va sur les terrains où se jouent les causes des problèmes que nous rencontrons en ce moment. Et on a pu d'ailleurs le voir ou le découvrir peut-être dans un documentaire qui a été diffusé hier soir de notre confrère Guy Lagache. On voit et on découvre le président de la République et sa cellule diplomatique de l'Élysée. On découvre aussi des échanges téléphoniques avec Vladimir Poutine. Est-ce que c'est pas un peu dangereux cette façon de communiquer, alors qu'on sait, Vladimir Poutine peut être sensible à ce type de communication? Moi, en tant que porte-parole du gouvernement, je peux me permettre de vous dire que j'ai trouvé le reportage intéressant sur ces coulisses. Je pense que c'est important aussi que les Français voient ce qu'il se passe, comment ça se déroule, comment on préside. Mais en matière de diplomatie, la confidentialité est la règle. Précisément, oui, mais je pense que le président de la République a une certaine expérience au plan diplomatique désormais. Et si tant est qu'il y ait plus de questions, je suggère qu'elles soient posées à l'Élysée et à la présidence directement, mais je ne crois pas qu'il ait mis en risque quoi que ce soit. Néanmoins, c'est une question qu'il faut poser à la présidence. Alors, Emmanuel Macron a été élu il y a 68 jours, très exactement aujourd'hui. On a le sentiment d'un pays, alors pas complètement à l'arrêt, mais en tous les cas peut-être qui flotte, avec notamment aujourd'hui une première journée difficile qui s'annonce dans les transports, notamment sur le secteur aérien. On va voir cette une de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, avec un été de toutes les turbulences. Il y a bien sûr la question sanitaire qui s'invite. Mais on en parlera tout à l'heure. Tout d'abord, sur ce conflit qui touche le secteur aérien, qui touchera la semaine prochaine aussi la SNCF. Les syndicats demandent des hausses de salaire. Est-ce que vous soutenez ces revendications? Avant de répondre sur est-ce que je soutiens les revendications, je soutiens d'abord, et je les écoutais ce matin, les familles, les papas, les mamans qui se retrouvent dans des situations difficiles au 1er juillet avec leurs bambins, aujourd'hui à Orly, à Roissy et possiblement la semaine prochaine. Je pense qu'on a tous conscience du fait que tout le monde a besoin de vacances, à commencer par les Français, après une année difficile, après bien sûr les problématiques du pouvoir d'achat, mais aussi les années de crise pandémique qu'on a vécues. Donc je pense que la situation est très difficile. Vous dire que le gouvernement n'a pas attendu... Donc un mouvement, Olivia Grégoire, qui n'est pas forcément justifié ou opportun, c'est ce que vous nous dites ce matin. Un mouvement dont j'espère que tout le monde prendra ses responsabilités rapidement, et j'ai de l'espoir parce qu'il en va du repos de nos concitoyens et que je pense à juste titre qu'ils sont fatigués et qu'il est important qu'ils puissent se reposer. Ce que j'ai envie de dire, c'est deux choses. D'abord, prendre un tout petit peu de hauteur. Je sais que ça ne va pas solutionner le problème, mais je veux quand même partager avec nos auditeurs ce matin le fait que c'est un problème qui touche toute l'Europe. Vous avez par exemple à l'aéroport d'Amsterdam, Schiphol, vous avez 84% des vols qui ont été annulés parce que
il y a en fait un secteur aérien qui a des difficultés à la suite de la crise Covid. Qui n'a pas anticipé la reprise de la croissance. Qui a essayé de le faire au mieux, il ne faut pas non plus jeter l'opprobre, mais qui a connu 2 ans dramatiques, et vous le savez avec la crise Covid, un arrêt brutal, total. Et donc là, ça repart vite, ça repart fort. Et c'est vrai que comparé à ses voisins, la France est quand même moins touchée quand on voit ce que je vous dis, avec 84% de vols et de capacité sur juillet-août à Amsterdam qui sont mis en danger. Au moment où on se parle, effectivement, s'agissant de la grève d'aujourd'hui, le gouvernement a anticipé, a discuté déjà avec les syndicats. Et il y a une décision qui a été prise avec les différents acteurs de l'aviation, qui est effectivement d'annuler 10% des vols pour permettre 90% des vols de se développer et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des files d'attente interminables de parents, de familles qui ne sauraient pas si leur vol est tenu ou pas. Donc c'est une décision qui a été prise conjointement avec les syndicats, mais aussi le gouvernement, qui n'a pas attendu. Et nous allons, dès la semaine prochaine, continuer à échanger pour trouver une sortie de crise. L'idée que, encore une fois, nos compatriotes ne puissent pas partir en vacances n'est pas une option viable. Et sur la question de la rémunération de ces salariés qui estiment que, notamment en raison de l'inflation, et on va y venir, il faut des revalorisations de salaire, que c'est aussi pour cette raison que ces entreprises du secteur aérien peinent à recruter, à trouver de la main-d'œuvre. Vous dites aux entreprises ce matin, il faut faire un geste, un peu comme l'État l'a fait, en revalorisant le point d'indice des fonctionnaires, par exemple. Je dis, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui n'attendent pas que je le dise. Vous voyez, mercredi, j'étais à Nantes en déplacement dans une entreprise qui, dès le mois de janvier 2022, a augmenté de 3% ses salariés et a pris en charge d'ailleurs une partie de leur indemnité carburant et a augmenté le chèque vacances pour le porter à 400 €. Donc, et je ne vous parle pas d'une TPE de 3 personnes, c'est une entreprise qui a 360 salariés. Donc il y a beaucoup d'entreprises en France et beaucoup de dirigeants d'entreprises qui ont pris leurs responsabilités en essayant de mieux accompagner leurs salariés devant la difficulté liée à l'inflation. Effectivement, l'État prend sa part et c'est bien normal, on va en reparler, c'est tout à fait légitime. Mais beaucoup d'entreprises le font, il serait bien que les entreprises de secteur aujourd'hui à l'arrêt le fassent aussi. Le partage de la valeur, oui, justement, au sein des entreprises. Vous venez du privé, Olivia Grégoire. Oui. Est-ce que l'on va vers une augmentation, par exemple, des plans de participation, d'intéressement dans les entreprises? Et à quelle échéance? Alors, c'est un gros sujet que nous avons d'ailleurs intégré dans le projet présidentiel. On verra avec les formations politiques au Parlement et on verra la posture des oppositions par rapport à nos propositions. Mais il y a par exemple dans les propositions en faveur du pouvoir d'achat qui sont sur la table, il y a le triplement de la prime Macron, qui est une prime défiscalisée, désocialisée, très facile à mettre en place, qui a bien fonctionné pendant le Covid et dont le gouvernement... Mais qui n'est pas une hausse de salaire. Qui n'est pas une... comme toutes les primes d'ailleurs de partage de la valeur, ce ne sont pas des hausses de salaire nettes. Mais je vais y revenir. Il est important de donner du pouvoir d'achat. En ce moment, ça va pouvoir se faire, je l'espère, grâce à la prime Macron, prime PEPA qui avait bien fonctionné, grâce aussi au renforcement des dispositifs qu'on appelle, comme vous l'avez dit, de partage de la valeur, la participation, l'intéressement. On est dans notre pays face à une situation qui est assez simple. Dans les grands groupes, pour aller vite, plus de 80% des salariés ont des dispositifs complémentaires à leur salaire. Participation, intéressement, actionnariat salarié. Dans moins de 20% de nos PME, c'est le cas. Donc en fait, c'est pas très juste. En fonction de là où tu vas travailler, tu as accès ou pas à ces dispositifs de partage. Vous avez raison, et moi je suis très sincère, ça n'est pas une augmentation de salaire net. Mais dans la situation dans laquelle nous sommes, je pense qu'il faut être aussi lucide. Il est important qu'on donne plus de pouvoir d'achat et que les entreprises fassent ces primes. Augmenter les salaires de façon pérenne, ça peut être, dans certains cas, possible cette année, pas forcément l'année prochaine. Et on sait que les entrepreneurs ont aujourd'hui un problème de visibilité. Vous savez, on parle du climat des affaires. Compte tenu de la guerre en Ukraine, des tensions sur les matières premières, de l'inflation, ils ont un peu de mal à voir quel sera, comme on appelle, le carnet de commandes l'année prochaine. Donc, on peut entendre aussi que certains entrepreneurs veuillent donner du pouvoir d'achat, mais veuillent pas mettre en risque leur entreprise. Ne pas aller trop vite. C'est pas trop vite, c'est visons l'objectif. Plus de pouvoir d'achat dans la poche des Français. Mais aujourd'hui, compte tenu du contexte économique, on doit pouvoir entendre que certaines entreprises ne puissent pas augmenter les salaires au risque de ne pas assurer l'année prochaine. Donc, utilisons ce qui est là, ce qui est possible, ces primes qui permettent, en 1 mois, 2 mois, de donner du pouvoir d'achat aux salariés. Vous parlez ce matin d'un temps assez long, finalement, alors que le niveau d'inflation augmente. La prime Macron et le dividende salarié devraient faire partie du paquet, comme on dit, pouvoir d'achat. Donc, être sur la table des parlementaires dès le mois de juillet et donc alors possiblement concrètement en septembre. Le 18 juillet, c'est ça, les députés se saisiront de ce texte. Pourquoi attendre 2 semaines, finalement, si c'est la priorité numéro 1 des Français? Je vous le confirme. Déjà, le texte sera déposé en Conseil des ministres.
dans les prochains jours. Et il arrivera, il y a toujours 2 semaines incompressibles, c'est le règlement, avant que ça n'arrive à l'Assemblée. Donc effectivement, Damien Fleureau à partir du 18 juillet. Pourquoi ce temps ? Si ça n'avait tenu qu'au gouvernement, soyons très clairs, nous serions déjà en train d'examiner ce texte. Mais on a aussi entendu, et on ne peut pas le reprocher, le message très clair qu'ont adressé les Français au gouvernement avec une majorité relative le 19 juin dernier. Donc vous allez on est en train, discuter avec les oppositions. C'est plus qu'on est en train, c'est que Elisabeth Borne, très concrètement, en 2-3 jours, a fait plus d'une quinzaine d'heures de consultation avec l'ensemble des formations politiques, avec en main le cadrage du président, pas plus d'impôts, pas plus de dettes. Et avec, sur la table, des propositions à discuter sur le pouvoir d'achat. Allons-y. Par exemple, les prestations sociales revalorisées de 4%. Est-ce que ça pourrait être un peu plus, peut-être ? Allons-y. Vous m'autoriserez là aussi à peut-être attendre que le président de la République ait le rendez-vous avec la Première ministre dans les prochaines heures pour voir qu'est-ce qui ressort. Ils se voient aujourd'hui, ça vous nous... Ils vont se voir aujourd'hui et il me semble à peu près normal, sain, que la Première ministre réserve au président de la République ses conclusions à la suite de ces 3 jours d'échanges. Il y aura des échanges dans la journée. Les discussions dont vous venez de parler, typiquement, feront partie des échanges qui sont sur la table. Nous avons des propositions sur le bouclier tarifaire, le bouclier loyer, sur l'indexation des retraites. On attend l'avis des oppositions et on va avancer dès la semaine prochaine. Mais encore une fois, permettez-moi d'insister sur le calendrier. Les Français sont inquiets parce que il y a des charges qui arrivent tous les mois. Les retraités qui doivent en principe bénéficier d'une hausse de leur pension à compter du 9 août prochain, date du versement de leur retraite de base. Est-ce qu'on pourrait peut-être décaler ce versement si jamais les discussions avec les oppositions duraient trop longtemps ? Nous avons un objectif très clair, maintenu, et je le redis ce matin, que ça arrive sonnant et trébuchant dans le portefeuille des Français au mois d'août et à la date que vous venez de discuter pour les retraités. Ce qui est important, et de grâce concentrons-nous sur l'essentiel, c'est quand même que ça arrive en août dans la poche des Français. À nous de nous débrouiller, l'exécutif, le Parlement, pour que les discussions se passent bien et qu'on arrive à avancer ainsi pour le mois d'août. Une question encore sur le pouvoir d'achat et les départs en vacances. Beaucoup de Français vont prendre leur automobile, leur voiture pour se rendre sur des lieux de villégiature. Alors, Bruno Le Maire a annoncé le renouvellement des 18 centimes d'aide sur les carburants jusqu'à septembre. Qu'en est-il du dispositif gros rouleur ? Parce que Elisabeth Borne avait dit que se mettra en place à la rentrée pour les accompagner un dispositif. Il en est où ? Il est dans les mesures qui sont sur la table. C'est une des hypothèses de travail qui est présentée aux oppositions. Ce sera dans le paquet pouvoir d'achat. On parle ici... Elle en a parlé le 7 juin en disant ce sera à la rentrée. Oui, mais après, il y a eu des élections. Il y a eu un Parlement avec une nouvelle configuration. Et je pense qu'il est important de ne pas... je pense qu'il est important aussi, il est même essentiel, je veux dire, de respecter ce qu'ont voulu les Français. Les Français ont voulu plus de force politique au sein du Parlement. On a aujourd'hui des oppositions qui ont des avis, qui ont un point de vue à émettre sur ces propositions. On doit les intégrer aussi, sans perdre de temps, parce qu'effectivement, plus que jamais, le temps coûte cher en ce moment. Mais ça, je dirais, c'est nos problèmes. Notre objectif, c'est que ce soit dans la poche des Français au mois d'août et pour le dispositif gros rouleur, qu'il soit opérationnel pour la rentrée. Je pense ici à une salariée aussi que j'ai rencontrée mercredi dernier à Nantes. Vous voyez, 45 km aller-retour de voiture. Et là, elle attend effectivement le dispositif gros rouleur. Elle a aussi son entreprise qui a pris les devants et qui prend en charge une partie de l'indemnité. Il sera bel et bien en place à la rentrée. Un mot sur le sanitaire. Hier encore, plus de 133 000 cas positifs recensés en 24 heures. Une hausse de 67% par rapport à jeudi dernier. On va droit dans le mur, Élodie Grégoire, cet été, avec sans doute le retour du masque, peut-être dans les restaurants, peut-être dans les lieux fermés accueillant du public. Le droit dans le mur, je ne reprendrai pas votre expression. On est absolument vigilant. Vous voyez, j'ai passé pas moins de 3-4 heures hier aux côtés de la Première ministre, qui a vu l'ensemble des représentations des formations politiques, à la fois de l'Assemblée nationale, mais aussi du Sénat. C'est le fameux comité de liaison qui avait été mis en place au moment de la crise sanitaire. On y a passé plusieurs heures ensemble, et c'est bien normal, pour expliquer ce que nous allons proposer, puisque dès la semaine prochaine, un projet de loi sera discuté au Parlement pour justement conforter nos outils de surveillance épidémiologique. Pour l'instant, on surveille. On surveille. Et vous nous dites ce matin, l'été ne sera pas gâché. Je vous dis que nous faisons tout pour que l'été ne soit pas gâché, et je vais aller plus loin, ne soit gâché par rien. Ni par les problématiques d'inflation dont nous venons de parler, ni par le Covid. J'ai un message, et je sais que vous allez me laisser le temps de le passer. Nous avons une vigilance collective à apporter aux plus fragiles. Les plus de 60 ans qui sont, en plus,
immunodéprimés, c'est-à-dire qui ont des fragilités liées à des maladies chroniques, doivent absolument aller faire leur 2e dose de rappel. Pour cela, il faut se rendre sur Doctolib. On peut aussi aller sur santé.fr ou contacter son professionnel de santé. C'est un enjeu important. On a tous des grands-parents, des amis qui sont soit immunodéprimés, soit qui ont plus de 60 ans. On a un quart seulement des personnes éligibles qui sont allées faire cette 2e dose de rappel. On entend ce matin votre message de vigilance à l'endroit de ces Français les plus fragiles. Et les gestes barrières qui restent toujours d'actualité. Et pour autant, dans le projet de loi qui sera examiné dans les tout prochains jours par les députés, ce projet de loi sanitaire, on sent plutôt de l'optimisme, hein, parce qu'il n'y a plus de passe sanitaire, plus de passe vaccinal. Du pragmatisme et de la lucidité. Il est indispensable qu'on puisse, et je vais éviter les acronymes, mais conforter 2 outils majeurs qui permettent de suivre et de tracer le nombre de personnes contaminées et testées. Ça, c'est indispensable. Le cas échéant, on n'en disposerait plus fin juillet, ce qui serait grave. Donc, on va le repasser. Et deuxièmement, pouvoir se doter, en cas d'émergence d'un nouveau variant, on sait qu'il varie beaucoup, ce virus, s'il y avait un nouveau variant qui émergeait dans un des pays du monde, on se laisse la possibilité, et j'espère que les parlementaires nous soutiendront, de remettre en place des contrôles aux frontières si des nouveaux variants émergeaient. Il n'y a rien de plus dans ce texte. Mais c'est pas tant de l'optimisme que de la lucidité. Le pass sanitaire aurait pu y figurer en option. Ça n'est pas le cas. Il faudra repasser devant la représentation nationale si on voulait le remettre en place. C'était peut-être aussi pour éviter des débats trop houleux à l'Assemblée. On se souvient de discussions très franches. On s'en souvient bien. Et moi, j'ai très bonne mémoire et j'étais parlementaire. On se souvient surtout qu'il est indispensable de surveiller. C'est la priorité. Si les choses devaient empirer, on prendrait nos responsabilités. Mais à instant T, au moment où je vous parle, il y a assez de problématiques graves. La situation n'est pas critique dans les services de réanimation. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant, mais la situation n'est pas critique au moment où je vous parle. J'étais en train, pour aller à Nantes, décidément, je vous raconte même mercredi, j'ai observé les Français sans obligation de report du masque. Un certain nombre d'entre eux le portaient. On a quand même un peuple qui, depuis 2 ans, a appris à vivre avec ce virus, porte en responsabilité ce masque dans les endroits où on est nombreux, de la promiscuité ou dans des endroits enfermés comme les wagons de train. Donc je pense qu'on peut aussi saluer la responsabilité des Français. Prenons le temps ce matin de faire un point sur la situation de notre hôpital et notamment des services d'urgence. Hier, Elisabeth Borne, la Première ministre, a donc reçu le rapport de François Braun, hein, qui est le président du SAMU. Un rapport, pour le coup, peut-être un peu... Hier, la Première ministre a reçu... ce rapport de François Braun avec des recommandations. Elle les présentera aujourd'hui. Possiblement. Sans doute. Oui. Merci. Et parmi les mesures, on comprend qu'il pourrait y avoir plus de régulation concernant les admissions. On parle même de triage paramédical à l'entrée, de filtrage pour les seules urgences vitales la nuit. Est-ce que notre hôpital public n'a plus les moyens d'accueillir tous les patients, 24 heures sur 24? Mais notre hôpital public, et j'y ai travaillé, enfin, j'y ai consacré quelques années, il y a une vingtaine d'années, ça fait 20 ans qu'il ne va pas bien, notre hôpital public. Donc, il y a une problématique de comment on cautérise les plaies, si je puis me permettre, tout de suite, pour permettre aux urgences de fonctionner cet été et aux Français de pouvoir aller à l'hôpital. Il y a un sujet qui est beaucoup plus profond, qui est au-delà de l'urgence, excusez la tautologie, mais comment on fait pour soigner les vrais symptômes de notre hôpital. Et ça n'est pas qu'une question de moyens et de rémunération. C'est en partie une question de rémunération, c'est bien pour ça qu'on a mis 20 milliards d'euros. C'est aussi un sujet d'ailleurs, des recommandations, notamment pour le travail de nuit du personnel hospitalier. Vous parlez ici à quelqu'un qui appartient au précédent gouvernement, qui a juste fait le Ségur de la santé et qui a permis de revaloriser des centaines de milliers de professionnels de santé pour quasiment 200 € net par mois de plus. Donc, s'il y a bien un gouvernement qui est conscient du fait qu'il faut rémunérer bien mieux nos professionnels de santé, c'est bien nous. Mais ça n'est pas suffisant, je vous le dis aussi. Pour parler avec des cadres de santé, pour parler avec des infirmières, bien sûr, il y a la rémunération, mais il y a aussi les conditions de travail, les conditions d'évolution, de formation. Et donc, c'est un sujet qu'on va continuer à traiter. Il y a ce rapport de la mission Flash Braun qui va être rendu dans les prochaines heures ou jours à la Première ministre, qui va en tirer des conclusions. Un certain nombre de conclusions sont déjà dans la presse. Vous venez d'en mentionner une, sur une régulation effectivement plus forte avec le 15 et les médecins généralistes. Je préfère la régulation au triage. Ou au filtrage. Mais il faut aussi dire aux Français que ce sont des pratiques qui ont déjà été mises en place dans les hôpitaux dans des moments de tension. Le 15 ou la mise à disposition des généralistes pour contribuer au filtrage des patients graves, très graves ou pas graves a déjà été mise en place. Donc il y a 41 mesures dans ce rapport
Elisabeth Borne, pour ne pas changer, est en train d'y travailler. Et dans les prochains jours, elle va déclarer ce que nous allons mettre en place. À n'en pas douter, il y aura ce discours de politique générale, justement, de la Première ministre. Oui, mais ces 41 mesures, elles viennent des professionnels de santé. C'est important de le dire. Il y aura ce discours, je le disais, de politique générale mercredi prochain. Est-ce qu'Elisabeth Borne doit demander la confiance de la représentation nationale des députés à l'issue de ce discours? Elisabeth Borne prendra sa décision en âme et conscience. Je la connais assez bien pour savoir qu'elle prendra la meilleure décision compte tenu du contexte et surtout de la nature des échanges qu'elle a eus. Ne le ferait-elle pas, finalement? Déjà, elle a passé 15 heures avec les formations politiques à voir quelle était la posture des oppositions sur cette déclaration de politique générale et sur cette nature de la confiance. Serait-il de nature à la lui donner ou pas? Donc, il y a eu beaucoup d'échanges. Vous ne direz rien ce matin sur la nature de ces échanges. J'ai un immense honneur d'être porte-parole du gouvernement. Je ne suis pas la Première ministre. Je la respecte infiniment. Et pour la connaître, je peux vous dire que c'est une femme qui prend ses responsabilités. Elle les prendra. Je veux aussi rappeler qu'il ne faut pas faire des effets zoom et focus, même si certains dans les oppositions y prennent un malin plaisir. Mais de grâce, notre 5e République fonctionne bien, nos institutions sont faites pour. Et dans le passé, certains premiers ministres n'ont pas demandé cette confiance. J'ai la liste, on travaille, c'est pas moins de 7 premiers ministres dans notre 5e République qui n'ont pas demandé la confiance. Et ce qui compte, c'est que ça n'a pas empêché au pays d'avancer. La pilule, le RMI, la CSG ont été prises avec des majorités relatives sans vote de confiance. Vous nous dites la semaine prochaine, je serai toujours porte-parole du gouvernement. J'espère. Je n'ai pas dit ça, j'ai l'honneur d'être aujourd'hui porte-parole du gouvernement. On verra. Il y aura un remaniement. Il faut qu'il intervienne vite, c'est-à-dire avant ce discours de politique générale. En toute cohérence, normalement, ça devrait se passer comme ça, oui. Donc on peut imaginer lundi ou mardi? On peut imaginer. Un mot sur la situation à l'Assemblée nationale hier, et notamment l'élection à la tête de la Commission des finances d'Éric Coquerel. Vous le connaissez bien, vous l'avez côtoyé sur les bancs de l'Assemblée. À la Commission des finances. À la Commission des finances. Et quand on était à la Commission des finances avec Éric Coquerel, il y a une chose qui nous insupportait avec d'autres parlementaires, c'est quand l'exécutif venait fourrer son nez dans le législatif. Je n'aurais donc pas de commentaires en strict respect et en ancienne parlementaire que j'ai été, et que je suis encore au moment où je vous parle, de commenter en tant que membre de l'exécutif les choix du Parlement qui sont souverains. Alors d'autres personnalités politiques qui ne sont pas au gouvernement, certes, ont commenté cette élection. Jean-Luc Mélenchon qui dit c'est un événement politique positif pour le pays, le pluralisme est légitimé. Et puis Marine Le Pen, ce n'est pas une surprise, l'extrême gauche la plus sectaire et la plus radicale a été élue à la tête de la Commission des finances. Nous avons ici des choix qui ont été faits pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale en strict respect des institutions. Vous n'avez pas d'inquiétude sur le fonctionnement de cette commission qui est une commission puissante, on le sait, qui peut aller taper à la porte du ministre. C'est une commission essentielle et j'espère très sincèrement, mais il faut aussi, c'était l'essence du message du rapporteur général Cazeneuve, laisser le nouveau président de la Commission des finances faire ses premiers pas avant même de juger. Moi, ce qui m'importe, c'est que cette commission puisse fonctionner, qu'elle ne devienne pas ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire une foire d'empoigne ou un cirque. La commission des finances est un endroit très sérieux où nous gérons les comptes de la nation. Ça me semble donc nécessiter une responsabilité, un engagement et énormément de travail. Laissons Éric Coquerel faire ses premiers pas. Et à peine élu, il fait déjà l'objet d'attaques, je dirais, qui sortent d'affaires ou de rumeurs visant Éric Coquerel sur des comportements avec les femmes. C'est quoi? La République des boules puantes. Dès qu'il y a un personnage politique qui accède à une fonction, eh bien, on l'attaque, on ressort des affaires. Je commente la parole du gouvernement et pas les rumeurs. Si tant est que des faits aient été avérés, j'ai une ligne et une seule. Peu importe les personnalités visées, si des femmes ont été victimes, elles doivent en parler à la justice. Je sais en tant que femme que c'est difficile de passer le cap. Je n'ai que ce mot ce matin. Si certaines ont été victimes de quoi que ce soit, il est indispensable pour la parole des femmes, et malgré les difficultés, qu'elles s'en réfèrent à la justice. Ça n'est certainement pas une formation politique, certainement pas des médias, et encore moins la porte-parole qui doit rendre la justice. Je veux dire, c'est pas dans l'intérêt du gouvernement que je dis ça. C'est dans l'intérêt de notre démocratie. C'est un des piliers de notre démocratie. Il faut absolument respecter la parole des femmes et qu'elles aillent en justice si des faits sont assez graves pour être signalés. C'est mon appel ce matin. Merci beaucoup, Merci Olivia Grégoire, d'être venue sur le plateau d'LCI.